Partout ici, c'est les parcs à bois et chaque entreprise vient exposer ses grimes. Vous voyez ici, c'est des signes distinctifs de chaque entreprise. Ça, c'est un signe. Un peu plus loin, là, vous voyez un autre signe. Et quand vous allez un peu plus avant, là, vous verrez un autre signe. C'est ici que tous les bois sont entreposés en attendant l'exportation. Donc pratiquement, tous ces bois peuvent être mis dans un navire et puis c'est parti en Europe. Bon, c'est vrai que les destinations sont multiples, soit l'Europe, soit la Chine, soit l'Asie, soit les États-Unis probablement, selon que les entreprises ont des clients qui demandent ces bois pour vendre. Tout ça, c'est exploité dans des zones où il y a des villages, des populations qui vivent, qui attendent peut-être de voir les retombées de toute cette exploitation. Plus de 40 millions de Congolais dépendent de manière directe ou indirecte de ces forêts. En termes de pharmacie, parce qu'ils se font soigner à l'aide de plantes médicinales, mais aussi comme supermarché. Quand vous allez dans ces forêts, vous trouvez les mères de famille qui entrent avec des paniers, un peu comme en Europe, on entre dans les supermarchés et le soir au retour, ce sont des paniers qui sont pleins de toutes sortes de produits forestiers non lignés. Donc c'est la mère nourricière, comme on a l'habitude de le dire. Luzingu lweta tuvana nsitu dia tubaka bidia munsitu tubela munsitu futa zinzonkanda tubuku munsitu tufuta nzo zinkanda munsitu mosu munsitu muba munsitu. Partout ici, il y avait une grande forêt. Il y avait une forêt primaire partout ici, très riche en essences exploitables. Mais regardez tout ce qui est resté. Des essences, en tout cas non exploitables. Voilà ce qui nous est resté. Tout ce que vous êtes en train de voir derrière moi, c'était des forêts. C'était de la forêt dans le temps. Mais pour le moment, comme vous pouvez remarquer, c'est devenu de la savane. C'est-à-dire que toute la forêt a disparu. Les causes de cette dégradation, de cette destruction de la forêt sont d'abord le fait qu'il y a eu une intense coupe de bois pendant des années, coupe sur le plan industriel et sur le plan artisanal. Et le résultat, aujourd'hui on le voit, c'est de la savane. Voilà, donc tout ce que vous êtes en train de voir comme essence,
c'est des essences sans valeur, non exploitables. Toutes les essences sont parties, détruisant ainsi toute la forêt primaire qu'il y avait ici, qui protégeait la source d'eau. Alors que par le passé, quand il y avait une grande couverte végétale ici, quand la forêt était là, on trouverait de l'eau même ici. Et les gens prendraient de l'eau, ils seraient en train de boire de l'eau ici. Parce que c'est ça la source qui alimentait le village. Mais aujourd'hui, cette source a tari. Tout ça, c'est parce que la forêt a été complètement dévastée. Aujourd'hui, c'est le village qui est exposé, plus de forêt, l'eau est en train de... La source a tari et donc le village est en danger. Ça, ce sont des terres qui deviennent de plus en plus impropres à l'agriculture. Alors, en même temps, il y a la croissance démographique, il y a la population qui est en train d'augmenter. Donc la population va avoir des besoins de plus en plus élevés en termes de terres, de superficies cultivables. Or, la dégradation est en train de produire l'effet contraire, c'est-à-dire la réduction des ressources en terre, la réduction des ressources en bois, en forêt, en matières premières que les populations vont puiser dans la forêt. Si tout cela disparaît alors que la population est en train d'augmenter, ça va amener vers des crises. Alors babeti batu dia umwena mwekila bwa mukuza kitu kila tandu fyotu kuni fisiele yekatsek bila uveri bio twedika kuna bimana juma bila bamindela bamana kuza kutujiba minti mimio belisianga divum din lunda madidi mimio miyenda. En Afrique en général, la forêt sert à quoi? La forêt, c'est là où habitent les populations. Il y a des cases, il y a des maisons, il y a des villages dans les forêts. Donc c'est un habitat pour les hommes. La forêt, c'est là où les populations trouvent tout ce qui est nécessaire à leur vie. C'est quoi? Les chenilles, les champignons, les feuilles comme légumes, les racines comme utilitaires pharmaceutiques, la pharmacologie indigène. Donc pour nous ici, les forêts, c'est vraiment une pharmacie. C'est là où nous puisons les racines, les plantes, les écorces d'arbres pour faire les médicaments. C'est là où nous allons chercher du gibier pour la chasse, pour la nourriture, l'alimentation. C'est également dans les forêts qu'on part chercher du bois d'œuvre pour les constructions, pour tout ce qui est menuiserie, pour tout ce qui est bois d'échauffe. Et ça, c'est très important parce que le taux d'électrification dans le cas de la RDC pour les régions rurales n'est que de 3,5%. Donc, il n'y a pas d'électricité. Donc, les populations sont obligées de couper le bois pour faire du feu, pour faire les cuissons, pour la nourriture. Donc, la forêt, c'est vraiment un cadre de vie au sens propre du terme. C'est là que nous puisions notre vie dans la forêt. Et avec la disparition de ces forêts, c'est également la vie des communautés locales qui est vraiment menacée sur tous ces plans. Alors, kiadi tulembu maune ebye mu kiadi twena bos twena bwabu kimbwama kikyo bamana nata kitubikila bakulu bamana nata bwa betu mu kiadi twena kadi kine tufweti bikila bana betu botumbuta bobela si hala aidikanda dibyo biyenda me vide tui kadi kema tusabaka ko katika muri ambiri kulanda kundi kiuka ketu kibamuchi kadi kiuka kadi kema betu tobaka. Ces bois-là appartenaient, si nous pouvons dire, aux communautés locales. Ce sont des forêts de communautés locales dans le temps. Les entreprises viennent, s'installent avec des contrats signés on ne sait où, exploitent, mais sans des retombées sociales attendues par les communautés. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont jamais été tenues. Et en contrepartie, les communautés recevaient quelques kilos de sucre, des habits usagés. C'est vraiment de quelques casiers de bière. C'était des contrats qu'on a appelés des contrats de la honte. Allez-y comprendre ce qu'il y a comme sentiment d'amertume dans le cœur des communautés locales qui ont attendu des promesses des écoles, qui ont attendu des promesses des centres de santé, qui ont attendu des promesses des ponts, mais qui n'ont jamais été réalisées. Et au contraire, tout ce qu'ils ont vu, c'est le départ de toutes ces sociétés. Et ils sont restés malheureux, ils sont restés sans solution. C'était tout ça, tout là que tout le monde pauvre. Ça va vanga mana, compétition, il y a file mon caca, ben tout le monde qui tout cas me passe.
La première impression que j'ai, c'est le pillage. J'ai une forte conviction que la forêt du Congo est en train d'être pillée systématiquement. À voir le nombre de grumes entreposées ici, je me dis, la forêt va peut-être finir au Congo, le bois va finir. Et ça renforce davantage les appréhensions qu'on a quant au pillage des ressources forestières en République démocratique du Congo. Quelles sont les retombées de cette exploitation sur la vie des communautés locales? Quelles sont les retombées de cette exploitation sur l'économie du Congo? On se les demande. Este es el segundo pozo que fue perforado aquí en Amazonía por la compañía Texaco. Es el que da inicio a la extracción petrolera en la provincia de Sucumbíos y en la provincia de Orellana. Texaco aquí construyó 3 piscinas para depositar lo que salía de aquí, de lo que es los lodos de perforación, las aguas que utilizan para perforar, el petróleo de prueba y todo lo que salía del workover, depositarlos en esas piscinas. Vamos a ir a ver esa piscina que ellos supuestamente ya la dejaron limpiando, que está totalmente remediada, que no hay ningún problema. Vamos a ir ahorita a sacar una muestra de ahí. Yo como dueño de esta propiedad tengo contaminado siquiera unas 4 o 5 hectáreas en redondo de pozo. Solamente con moverle, así nomás esto ya comienza a brillar. ¿Qué parece? Sí, claro, ya es combustible. Sí. Nosotros comenzamos la nariz curtida del combustible ya. Mira, le ves, está totalmente clarita, totalmente limpia. Sí, casi no se nota esto porque es, pero si le ponemos mira cómo comenzó a salir el petróleo arriba. Todo lo que está arriba, todo esto que negrea, aquí es puro petróleo ya. Sí. Vea cómo está eso. Es puro crudo eso. Tengo mi guante limpiecito, ¿sí? Es crudo. Esto es petróleo. En sí, el daño que se causó por la actividad petrolera de Texaco es
holístico, es integral. Es a la cultura indígena, es al ecosistema como tal, es a la salud de la gente, es a la economía, es a la riqueza ideológica o natural de los ríos de la zona. O sea, es un daño holístico que se causó en ese contexto. Todos los residuales químicos salen directamente a este estero sin ningún tipo de tratamiento. Este estero ha sido contaminado con derrames de petróleo. Este estero cruza aproximadamente por unas 20 propiedades donde la gente lo utiliza para bañarse, para lavar, hasta para hacer de comer. Utilizan el agua de este estero. Hace 2 años tuvimos el último derrame grande, o sea que se haya visto, corrió más o menos un mes, bajó la capa, aproximadamente un mes de petróleo, de crudo. La cargo de aquí para allá y de aquí para allá. Es la única fuente de abastecimiento de agua realmente, porque las casas de nosotros todas estamos con pozo. Y ahora en el verano que hizo, los pozos no nos abastecían, sino solo y exclusivamente para hacer de comer. De resto lo que era para bañarnos, para lavar, para todo, teníamos que venir al río. Aquí este lugar es un pastizal, es un potrero, le llamamos nosotros aquí. Y aquí ha comenzado lo que es a salir el petróleo ya por su propia cuenta. Sí, es por lo que la tierra va bajando y el petróleo va... Y el petróleo va saliendo solito, ¿no? Nadie lo va sacando, aquí va saliendo solo. Este ganado viene aquí, sabe pasar lambiendo esto, comiendo esta hierba. Esto lo lamben bastante porque esto es salado. Y al ganado, como le gusta la sal, esto sabe pasar lambiéndole bastante. Esta leche, esta carne va al mercado. Sí, muchas veces las personas del centro del pueblo saben decir, yo no vivo al lado de un pozo petrolero, sin embargo a mí me ha pegado cáncer. Pero es de acá donde sale la leche, donde sale la carne, donde salen los huevos, donde salen los marranos también que saben pasar en los esteros, saben pasar bañándose. Entonces, por medio de esa carne, eso es lo que ellos están consumiendo acá en el pueblo. En las zonas donde hay explotación petrolera, las personas tienen una mayor tendencia a padecer cánceres y en las mujeres a tener problemas de salud sexual y reproductiva, sobre todo los abortos. Y la mayoría de personas, aquí todas las mujeres no dicen, no, aquí no hay una mujer que diga yo soy buena del útero, todas estamos enfermas del útero, todas. Todas las mujeres de este sector, toditas tenemos problemas de úteros, todas. Créanme que no es mentira. Váyase allá donde la vecina y verá que ella también está en tratamiento de lo mismo, la de acá arriba está lo mismo, todas estamos lo mismo. ¿Ella se sacó? Yo ya me saqué. Yo por sacármelo. Usted por sacármelo y Irma por sacárselo. Sí. Todos están yo, ya en ese... yo no me lo sacaba es porque no he tenido plata. Comprobado ya los médicos. Comprobado que ya tenemos que sacarnos del útero. Mi caso ahora también, problema con el útero. Y es lo que siempre voy al río también. Cuando no hay agua por el brazo me toca ir a bañarme, a lavar al río. Y uno se sienta ahí a lavar todo eso. Tengo problemas con el útero. Ahora en estas vacaciones de mis hijos ya me toca ir a Quito, que me lo van a sacar. Esos problemas tengo. Esos campesinos tienen las tasas de cáncer o leucemia más altas de Ecuador y posiblemente de América Latina. Efectivamente hemos encontrado, y ese fue el objetivo del estudio, porque encontramos una mayor cantidad de cánceres en ciertas poblaciones que prácticamente vivían cerca de los pozos petroleros. Cuando comparamos con otras poblaciones donde no había explotación petrolera, encontramos estas diferencias. Tengo mi mano limpia, ¿sí? Y lo único que hago es esto. Mira. ¿Sí?
Así son los esteros o los ríos acá donde estaban cerca de donde hay actividad petrolera. Acá hay mucha gente, tampoco hay sistemas de agua. Este es un lugar donde ha sostenido por años la economía de este país, pero sin embargo no hay agua para sus habitantes de acá, de este sector, un agua realmente tratada, confiable, para que puedan sobrevivir o para poder sobrevivir. Las poblaciones más pobres de Ecuador son exactamente estos pueblos de Orellana y Sucumbíos, que es donde se extraen recursos para el país. Y no solamente Ecuador. Miramos, por ejemplo, en Perú. Estuve hace unos tiempo en la zona del río Corrientes, donde estuvo la Compañía Occidental por 30 años. Y la población más pobre del Perú es exactamente esa. Igual ocurre en Bolivia. Los pueblos más pobres de Bolivia es donde han estado por 30 años sacando petróleo o gas. Entonces, eso nos lleva a la reflexión de que este fenómeno, este patrón, es global. Los recursos naturales como el petróleo, el gas, el oro, el cobre, no contribuyen al desarrollo de los pueblos donde se extraen esos recursos. Esta riqueza se esfuma, se escapa a otros lugares con las empresas que los explotan. Bon, ça paraît un peu paradoxal qu'un pays qui a plein de ressources et puisse souffrir de ces ressources. C'est le cas du Congo, quoi. Le Congo est malade de ses ressources naturelles. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est ça, la réalité aujourd'hui. Malédiction des ressources, parce que l'exploitation de ces ressources n'apporte pas grand-chose. Parce que qu'est-ce que les populations locales demandent? Hein? C'est manger tous les jours, c'est se soigner sans problème, c'est scolariser les enfants, c'est s'habiller sans trop de problèmes, c'est avoir des institutions, des soins de santé accessibles à tout le monde. C'est tout ce que la population demande. Mais que quand on voit les ressources naturelles en train d'être exploitées et que, bon, en retour, ça n'améliore pas. Hein? Ça n'améliore pas ce minimum de sécurité sociale. Hay que pensar mucho más allá. Yo he dicho, ojalá las poblaciones norteamericanas, europeas o asiáticas, el mundo entero, primero conozcamos qué hacen nuestras empresas fuera de la frontera nuestra. ¿Qué consecuencias quedan en estos países donde se extrae la materia prima para generar energía o generar otras cosas? Parce que toutes les conséquences que ça va engendrer, pollution des rivières, pollution des terres, des sols, de la nature, maladies et tout ça, qui s'en occupera? Pero es bueno que la gente entienda que detrás de cada elemento, digamos de metal o del petróleo, de la forma como consumimos, hay graves consecuencias, hay enormes crímenes que se cometen en los países donde trae esta riqueza. Entonces es bueno que la humanidad reflexionemos y obliguemos a las empresas a actuar responsablemente y nosotros también hagamos esa conciencia. Debemos regular el consumo si queremos que nuestro planeta siga viviendo. Vous savez, les ressources naturelles pour la plupart, surtout les ressources du sol, sont épuisables. Sont épuisables. Vous pouvez avoir des gisements et des gisements, même d'un siècle de vie. Mais un siècle, ce n'est pas éternel. Finalement, une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, finalement, un siècle arrivera. Et les gisements s'épuisent. C'est fini. Mais l'entreprise qui a exploité, pris ses bagages, hop, elle est partie avec ses milliards en banque à l'étranger. Et ici, où on a exploité derrière, la population n'aura que ses yeux pour pleurer.